Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. On me dit qu'il y a pratiquement 1000 personnes dans cette salle ce soir. Merci à tous. Alors je vais vous avouer un secret. Jusqu'à avant-hier, quand je me promenais en France et dans les rues de Paris, j'étais abordé de temps en temps. Ça s'était un petit peu précipité depuis quelques semaines, depuis que je suis candidat officiel à l'élection présidentielle et que j'ai commencé à avoir accès aux grands médias. Voici encore 4-5 jours à Paris, il y avait 1, 2 personnes, 3 personnes qui se retournaient sur moi dans la rue, venaient me voir. Voilà. Et puis il y a eu le débat avec les 11 candidats. Et maintenant, depuis qu'il y a eu le débat, eh bien j'avoue que c'est, pour parler familièrement, que c'est du délire. Lorsque je suis parti de Paris hier, nous avons pris l'avion pour Toulouse. Et arrivant à Orly, il y avait la moitié ou 70% des gens qui se retournaient et me faisaient des sourires, ou chuchotaient, me prenaient en photo. En l'espace de 24 heures, j'ai compris ce qu'était le sort de Madonna. Alors dans l'avion, il y avait... j'ai serré la main du commandant de bord qui était là, j'avais tout le personnel navigant commercial, et puis je m'installe, et puis l'avion avait décollé, puis il y a une hôtesse qui vient me dire, qui me dit franchement, vous avez été formidable hier au débat, bravo, continuez comme ça. Et puis elle me dit, puis j'ai une collègue qui est au bout de l'appareil, elle voudrait que vous lui fassiez une dédicace parce qu'on est tous avec vous. C'est vrai. Et elle me dit, lorsqu'on a vu que vous étiez sur le manifeste de passagers, eh bien, on était tous très contents. Tout le monde, en fait, vous apprécie beaucoup. Et puis, je suis arrivé à Toulouse, et puis à Toulouse, c'était pareil. Tout le monde était là. Il y avait des gens qui ont pilé, qui ont fait des signes comme ça dans les voitures. Et puis, hier, à Toulouse, il y avait à peu près autant de personnes qu'ici, à peu près 1000 personnes, avec non seulement de la présence. On m'a dit que M. Valls, dans les derniers temps, réunissait, au moment où il participait à la primaire, arrivait à réunir 200 personnes. C'était à peu près au moment, d'ailleurs, où il s'est ramassé une baffe. Et puis, il y en a d'autres qui se font enfariner. Ou qui entendent des bruits de casseroles. Eh bien, moi, pas du tout. Les gens sont extrêmement sympathiques, extrêmement gentils. Et il y a dans les salles où je m'exprime, où les gens sont très nombreux, parce qu'actuellement, les gens ne se déplacent plus normalement pour des meetings politiques. Il y a en plus de ça une grande ferveur qui m'accueille. Alors tout à l'heure à Bordeaux, on est arrivé à Bordeaux, on est allé déjeuner près de la place de la Bourse, et là aussi tout le monde me regardait, on s'est installé à une terrasse de café, j'étais l'attraction générale, je me suis dit la prochaine fois je vais prendre une perruque et puis des lunettes de soleil, et il y a des gens à côté qui sont venus, qui ont demandé des autographes, enfin c'est assez extraordinaire. Et puis ici je suis venu en tramway pour éviter les... Alors j'étais l'attraction du tramway, puis je me suis assis à côté d'un étudiant qui peut-être d'ailleurs est venu, auquel cas je le salue, et qui
il y avait un de mes collaborateurs, le jeune Thibault Longeon, 18 ans, qui avait devant lui son, comment dirais-je, son espèce de badge avec marqué Asselineau 2017. Alors je lui ai caché ça, et le jeune homme, le jeune étudiant à côté duquel j'étais, il dit mais c'est pas la peine, tout le monde l'a reconnu. Et puis finalement il m'a dit est-ce que je peux faire un... Je voyais tout de suite, je me suis assis à côté de lui, et tout de suite j'ai vu qu'il voulait envoyer un SMS probablement à sa copine ou à ses copains pour dire je suis à côté d'Asselineau dans le tramway. Et comme il pensait sans doute qu'on devait le prendre pour un bolos. Eh bien, ça c'est comme ça que parle mon fils. Il m'a dit, je dis c'est quoi un bolos? Donc je sais ce que c'est qu'un bolos. Et ben donc il m'a dit allez on va faire un selfie, puis on a fait le selfie. Voilà, je voulais vous dire, c'est la première impression que j'ai de Bordeaux. Je suis déjà venu de très nombreuses fois à Bordeaux, notamment depuis que j'ai créé l'Union populaire républicaine il y a 10 ans. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça, et ça témoigne, ça augure très très bien de la suite des événements de cette campagne qui reste encore à mener. Alors, honnêtement, le débat qui a eu lieu a été un débat, je crois, intéressant. Évidemment, j'aurais eu 1000 choses à dire en plus, mais il faut voir un petit peu. Moi, j'étais dans la fosse aux lions. C'était quand même pas évident. C'était également la première fois, moi, que j'étais au milieu de ces grands carnassiers. Dont certains, d'ailleurs, ont les dents passablement élimées. Certains sont des bébés carnassiers. Et puis, au cours, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je crois qu'en fait, dans un premier temps, les gens ont eu un petit peu de mal, mais moi je vois les retombées 24 heures, 48 heures après, c'est assez extraordinaire, puisque je ne vois que des gens qui parlent de ce que j'ai pu dire et faire. Nous avons eu d'ailleurs des pointes considérables sur notre site internet de gens qui sont allés se renseigner sur ce que sont que les grandes orientations de politique économique, puisqu'à 3 reprises, j'ai ressorti le rapport sur les GOPÉ, puisque décidément, les grands médias font comme si ça n'existait pas. Vous avez pu noter d'ailleurs que, il me semble que ma présence a imposé la question européenne pendant une très grande partie du débat, mine de rien. 2, que lorsque je prenais la parole, on avait l'impression que, et les gens qui étaient avec moi derrière ont pu l'observer, on avait l'impression qu'ils étaient tous tétanisés, en se demandant ce que j'allais sortir. 3, que personne, aucun des autres candidats à l'élection présidentielle ne m'a contredit, en définitive. 4, que j'ai pu montrer devant les 6, 7, 8 millions de Français, je ne sais pas combien écoutaient cette émission, qu'en réalité, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade, Monsieur Hamon, Monsieur Mélenchon critiquent la construction européenne, mais proposent tous une renégociation des traités, et donc tout le monde a pu constater que j'étais en effet le seul candidat du Frexit. Alors justement, c'est ça que je vais vous présenter. On va commencer tout de suite notre soirée pour broder sur ce thème qui est maintenant bien ancré dans les esprits. J'ai eu beaucoup d'appels de médias qui m'ont dit, alors effectivement, vous vous êtes démarqué, vous apparaissez comme une singularité, oui, effectivement. Il y a certains qui ont voulu un petit peu... il fallait bien trouver quelque chose à critiquer. Voilà. Alors, comme il n'y a pas de casserole, comme je n'ai pas, comme ma femme n'est pas mon attaché parlementaire, comme je ne suis pas député européen, comme je suis en disponibilité pour convenance personnelle depuis maintenant plusieurs mois, et donc je ne touche plus du tout d'argent, et que je vis simplement d'un petit peu d'économie et d'un emprunt chichement mesuré que la banque m'a accordé. Comme finalement je n'ai pas de scandale à la trousse, comme l'affaire
De l'extrême droite a fait chou blanc depuis que j'ai expliqué que M. Henri de Lesquen m'avait traité d'ordure cosmopolite et apportait son soutien à François Fillon. Depuis que maintenant je m'attendais à être traité de complotiste, ça aurait été assez rigolo parce que j'aurais dit écoutez, bienvenue au club, parce que je rappelle que M. Bayrou avait qualifié M. Fillon de complotiste 3 jours avant sur l'affaire du cabinet noir. Je rappelle que M. Mélenchon, en novembre 2016, avait incriminé 2 journalistes je crois, quel journal, peut-être Le Monde, comme étant membre de la CIA, il avait été traité de complotiste. Comme le secrétaire général d'En Marche, M. Richard Ferrand, avait publié vers le 15 janvier une tribune à la une du Monde pour expliquer que c'est Poutine qui manage et qui gère et qui manipule l'élection présidentielle en France. Finalement, même ça, cette incrimination-là n'est tombée, on n'ose plus me le dire. Alors, ils savent bien, ils se demandent ce qu'ils peuvent encore dire. Ils ont trouvé 2 choses. La première, c'est que, il paraît-il que j'ai cité beaucoup d'articles des traités de la Constitution. Alors, il y en a qui ont brocardé. Écoutez, finalement, je préfère que l'on brocarde le fait que je connaisse mes dossiers plutôt que je connaisse des prétoires de la justice. Et puis, de vous à moi, il s'agit d'élire le président de la République. On va quand même pas reprocher au président de la République de connaître la Constitution, puisque c'est son devoir. L'article 5, le président de la République veille au respect de la Constitution. On va pas reprocher au président de la République de connaître parfaitement les traités européens qui ont ligoté les Français, qui ont détruit la démocratie en France, quand même. C'est un peu comme si l'on reprochait à un commandant de bord prenant les commandes d'un avion, d'un A380, c'est comme si on lui reprochait de savoir piloter l'avion. Et qu'on voulait dire, on va donner ça, à quelqu'un qui n'est jamais monté dans un avion. Non. En réalité, ces critiques, finalement, sont des critiques que j'accueille avec plaisir. Oui, je suis heureux d'apparaître comme celui qui connaît la Constitution et les traités européens. Et vous avec moi, d'ailleurs. Et puis, comme ils ne savent plus quoi faire, ils ont trouvé la dernière solution. Les sondages. Et alors, il paraît que je fais, que je réalise, et que vous êtes, nous sommes, figurez-vous, 0,0%. Voilà. Alors, ça pose un petit problème quand même, parce que dès qu'on va sur Internet, il y a d'ailleurs en ce moment un sondage qui a été lancé par la Dépêche du Midi, le Midi Libre, vous l'avez peut-être vu, il y a quand même 10 000 votants, et ce sont des journaux, le Petit Bleu d'Agen, le Midi Libre, la Dépêche, ils ont fait un pool, vous avez peut-être vu ce sondage, ils ont fait un pool pour avoir un sondage, vous ne pouvez voter qu'une seule fois, tout ça a été extrêmement verrouillé, et c'est pas des journaux qui me sont spécialement favorables, c'est moins qu'on puisse dire. Allez voir le sondage, il y a 10 000 votants, figurez-vous que je suis en tête. On va gagner. Donc, ne vous laissez surtout pas intimider par les sondages. C'est une guerre psychologique. Tout le monde, en sortant de ce débat, y compris les participants, tout le monde convenait qu'à l'évidence, parmi les 5 prétendus grands candidats, il y en avait quand même 4 sur les 5 qui avaient fait finalement pâle figure. Il y en a même un que j'ai un peu rabroué, ça a fait un buzz. Mais il faut dire qu'il est tellement insipide. Alors quand on est sorti là, on avait à peine fini, on commence à sortir du plateau, ça y est, il y avait déjà le sondage BFM qui disait que c'était M. Macron qui avait gagné le débat. Ne vous laissez pas impressionner, continuons à creuser notre chemin. Moi, le vrai sondage, c'est vous, et c'est tout ce que j'ai pu observer depuis maintenant que je vais en province. C'est le formidable accueil que je reçois du peuple français. Allez, on va commencer, j'ai beaucoup de choses à vous dire.
pour vous dire que si vous votez pour moi, eh bien vous allez faire un choix historique. Vous allez faire le bon choix. On va regarder cette petite vidéo pour commencer. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes vœux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Nous on est pour l'Europe, nous c'est construire une... C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner en type Europe des nations. Mon objectif, si je suis élu, c'est d'engager une négociation avec l'Union européenne. Donc un Frexit? Non, pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors évidemment, vous savez que cette idée neuve que j'ai lancée il y a 10 ans, on ne peut pas dire que je suis quelqu'un d'opportuniste, puisque ça fait 10 ans que je le dis. 10 ans que je dis qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, et je l'ai dit à temps et à contre-temps. Je l'ai dit, comme on dit dans les Saintes Écritures, vox clamans in deserto, à voix clairement dans le désert. Ça fait 10 ans que je le dis, eh bien j'avais raison. C'est-à-dire que tous les événements montrent que c'est effectivement la bonne solution. Mais je sais bien quand même qu'il y a beaucoup encore de Français qui hésitent, beaucoup sont tentés, mais ils se disent, c'est pas possible, ça va être catastrophique, ça va être l'apocalypse, ça va être un formidable retour en arrière. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais être avec vous pour vous rassurer. D'ailleurs, il y a parmi vous peut-être certainement d'ailleurs des observateurs, des gens qui ne connaissent pas l'Union populaire républicaine et qui ne connaissent pas forcément encore mon programme et qui viennent à titre d'observation. Eh bien, je voudrais à vous tous donner un certain nombre d'éléments d'appréciation pour répondre aux objections traditionnelles et puis vous montrer aussi pourquoi je vous propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est pas une fantaisie, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est qu'il y a des véritables raisons. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est-ce que c'est plonger la France dans l'apocalypse? Alors, on va regarder un certain nombre de ces objections rituelles que l'on nous fournit, et puis on va essayer d'y répondre tous ensemble. Si l'on quitte l'Union européenne, la France s'isolera-t-elle du reste du monde? C'était encore ce qu'a sorti, je crois, lors de ce débat, M. Macron, qui avait une idée géniale. Il a dit, vous allez isoler la France du reste du monde. Ça devait faire la 25 312e fois que j'entendais cet argument. Non, la France ne va pas s'isoler du reste du monde. Évidemment que non. Pourquoi? La Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Ce sont pourtant les pays les plus prospères d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, et ce sont des pays très ouverts sur le monde. La Suisse est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais au MEDEF où on me disait, mais vous allez isoler la France du reste du monde, on va plus pouvoir exporter. Ah bon? Est-ce qu'on n'achète plus de chocolat à la Suisse? Est-ce qu'on n'achète plus de produits Nestlé, de tout l'agroalimentaire suisse? Est-ce que la Suisse n'est pas un grand pays exportateur
de produits industriels, de chimie, d'horlogerie, etc. C'est un très grand pays qui importe et exporte, bien entendu. Donc, j'ai fait valoir qu'une fois sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la France restera liée aux autres pays de la planète par 6650 traités bilatéraux ou multilatéraux. 6650 traités. Je l'ai dit l'autre jour sur Europe 1, les journalistes découvraient l'Amérique. Ils disaient, ah oui, tiens, est-ce que c'est bien vrai? Alors il y a une journaliste qui était là, qui l'après-midi même a téléphoné au Quai d'Orsay, direction des affaires juridiques, combien y a-t-il de traités qui relient la France au reste du monde? Et puis le lendemain, elle a fait une chronique. Vrai ou faux? Parce que je subis le fact-checking. Je suis tout à fait d'accord pour subir le fact-checking, mais il faudrait aussi que tous les autres subissent le fact-checking. Mais il est vrai que certains, leur programme ressemble surtout à un sèche-cheveux. Ça brasse de l'air chaud et ça fait tout. C'est tout ce que ça fait. Eh bien, la journaliste a dit le lendemain sur Europe 1, alors voilà, j'ai vérifié, mais en fait, M. Asselineau a dit qu'il y avait 6653 traités. En fait, non, il y en a 6642. Mais elle a dit, globalement, il a quand même raison. Voilà. Alors, ça veut dire également que la France conservera intégralement ses 165 ambassades à l'étranger et ses 145 consulats. Si nous sortons de l'Union européenne, pourquoi fermerions-nous notre ambassade au Brésil? Pourquoi fermerions-nous notre ambassade à Berlin? Pourquoi fermerions-nous notre ambassade à Washington, à Moscou, à Tokyo? Il n'y a absolument aucune raison. Nous garderons donc le deuxième réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, alors que si nous restons dans l'Union européenne, ce qui nous pend au nez de plus en plus, parce que c'est une politique actuellement menée, c'est de fermer les ambassades progressivement pour avoir des ambassades de l'Union européenne que nous partagerons avec nos amis slovaques, finlandais, maltais, slovènes, irlandais, portugais, allemands et luxembourgeois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, c'est sortir de l'Union européenne qui nous permet de garantir notre présence internationale. D'ailleurs, la France restera membre de toutes les grandes organisations internationales une fois que nous serons sortis de l'Union européenne. Pourquoi veut-on faire croire aux Français que l'Union européenne serait la seule relation que nous aurions avec le reste du monde? La France restera membre de l'Organisation des Nations Unies, notamment membre permanent du Conseil de sécurité, que nous risquons justement de perdre si nous restons dans l'Union européenne, puisque des projets réguliers nous disent qu'il faut qu'on cède ce siège permanent pour le donner à l'Union européenne. Nous resterons membres de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé. Nous resterons membres de l'Organisation internationale des télécommunications. Nous resterons membres de l'UNESCO. Nous resterons membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Nous resterons membres de l'Organisation alimentaire mondiale, nous resterons membres d'Interpol, de l'Organisation maritime mondiale, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous resterons membres du traité de l'Antarctique, du traité de l'espace extra-atmosphérique. Nous resterons membres de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Nous resterons membres de la Convention cadre sur les changements climatiques. Je m'arrête ici parce que sinon j'en aurais toute la nuit à vous le dire. Donc non, sortir la France de l'Union européenne, ce n'est pas du tout l'isoler du reste du monde, c'est au contraire la rouvrir sur le monde. Alors on me dit, oui, mais si l'on quitte l'Union européenne, nos agriculteurs vont perdre les subventions européennes. Ah bon? Oui, mais on me l'a dit encore l'autre fois à la FNSEA. La présidente de la FNSEA avait fait un discours pour expliquer que, heureusement que l'Europe était là pour verser 9,1 milliards d'euros aux agriculteurs. Et quand j'ai pris la parole pour, comme je le fais précisément, techniquement toujours, c'est quand même le devoir d'un chef de l'État, de faire perdre aux gens leur naïveté, d'éveiller les consciences, qu'ils regardent ce qui se passe. J'ai expliqué ce qui se passait, et puis effectivement, j'ai quand même été applaudi à la FNSEA, faut quand même le faire, quand on propose de sortir de l'Europe. Et pourquoi j'ai été applaudi? Parce que j'ai rappelé qu'en réalité, la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'elle en reçoit 14. Et parmi les 14 milliards d'euros que nous recevons, il y a en effet 9,1 milliards d'euros qui servent aux agriculteurs
auxquels on donne donc de l'argent avec le beau drapeau bleu aux étoiles d'or et on leur dit voilà, merci l'Europe. Mais c'est quand même une arnaque incroyable puisque c'est notre argent. C'est notre argent qui part à Bruxelles et qui revient et puis on nous en a piqué un tiers, c'est-à-dire 9 milliards d'euros. Donc en fait, les subventions européennes ne sont pas des subventions européennes, ce sont des subventions françaises, payées par le contribuable français, y compris d'ailleurs par les agriculteurs eux-mêmes, dont une partie seulement nous est rétrocédée. Non seulement les agriculteurs ne touchent donc aucune vraie subvention européenne, parce que l'Europe elle ne produit rien. Les fonctionnaires de l'Union qui sont dans les 7800 ou 8000 fonctionnaires qui sont dans les 75 gratte-ciel de Bruxelles ne produisent que des papiers et de la norme et ne produisent pas de valeur ajoutée. Mais ce sont même les agriculteurs français qui subventionnent actuellement leurs concurrents d'Europe de l'Est. Il faut y mettre un terme à ça. On paye les gens qui nous détruisent. Donc, une fois sortis de l'Union européenne, nous pourrons non seulement continuer à verser les mêmes subventions à nos agriculteurs, mais cette fois-ci, il y aura le drapeau de la République, bleu, blanc, rouge, et nous pourrons aussi les augmenter parce que nous disposerons de 9 milliards d'euros de plus par an. Il en est d'ailleurs de même, j'en profite pour le dire ici, il en est de même pour beaucoup de sujets, par exemple l'outre-mer. Moi, je suis allé en Outre-mer au printemps de l'année dernière, il y a un peu moins d'un an. Je suis arrivé en Guadeloupe. Quand on arrive en Guadeloupe, on constate qu'à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, l'aéroport du Rézet, eh bien, il y a des drapeaux européens partout. L'escalator, l'ascenseur, les portes vitrées, partout, le drapeau européen, tout a été financé, paraît-il, par l'Europe. Mais quand on est guadeloupéen, on se dit, mais à quoi sert la France ? J'ai d'ailleurs cherché, je me dis, mais où est-ce qu'il y a un drapeau français à Pointe-à-Pitre ? J'ai cherché, j'en ai trouvé deux. L'un en haut de la préfecture et l'autre en haut de la prison. C'est les seuls endroits où il y a, c'est d'ailleurs comme en France. En France, de plus en plus, quand c'est des choses positives, lorsque les agriculteurs reçoivent des fonds, c'est avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Lorsque une subvention est versée à telle ou telle organisation, collectivité locale, les fonds du FEDER, parce que c'est demandé, hein. L'Union européenne exige pour verser les subventions qu'il y ait une grosse publicité avec un gros drapeau bleu aux étoiles d'or. Ici, l'Europe investit pour votre avenir. Donc vous en avez partout, partout. Dès qu'il s'agit de recevoir de l'argent, c'est l'Europe. Et finalement, où est-ce qu'on trouve le drapeau bleu, blanc, rouge sur les documents qu'on reçoit ? Seulement sur les impôts et les amendes. Donc tout est fait, mais ça n'est pas un détail, tout est fait pour nous faire détester notre propre pays et faire croire que grâce à l'Europe, eh bien, on rase gratis. Alors, si l'on quitte l'Union européenne, il y a des gens qui nous disent « Mais non, mais ça va être beaucoup plus difficile de voyager ou d'étudier. » Ah bon ? Et pourquoi donc ? Moi, je rappelle que dans mon programme, j'ai proposé la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je n'ai pas proposé la sortie de l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est cet espace où l'on peut circuler d'un pays à l'autre sans présenter ses papiers. Je rappelle que des pays de l'Union européenne ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est par exemple le cas du Royaume-Uni ou de l'Irlande, alors que des pays sont dans l'espace Schengen et ne sont pas dans l'Union européenne. C'est le cas de la Suisse, de l'Islande ou de la Norvège. Et moi, j'ai dit que l'espace Schengen, eh bien, on posera ensuite la question aux Français par référendum pour savoir ce qu'ils veulent, notamment dans ce grand référendum que j'ai promis sur la question de l'immigration et les questions migratoires où tout le monde pourra s'exprimer, enfin, à la télévision. Et puis on demandera aux Français, avec une série de questions, de déterminer la politique migratoire qu'ils veulent. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler à ceux qui l'ignoreraient que nous, notre mouvement politique et moi-même, je ne prends pas de position là-dessus parce que c'est la meilleure façon de diviser le peuple français et ça ne sert à rien puisqu'actuellement notre politique migratoire est décidée par les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Oui, j'avoue, je connais les traités. Et puis, j'allais dire, même si on sortait de l'espace Schengen, il y a quand même un pays qu'on nous présente comme modèle permanent, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique sont quand même le pays du monde où les entrées et sorties du territoire sont parmi les plus compliquées. À part la Corée du Nord, j'en connais pas beaucoup d'autres. Ce sont les États-Unis qui nous ont impliqués.
qui nous ont imposé le passeport biométrique. Ce sont les États-Unis. Mais un truc que j'ai jamais compris dans la campagne contre Donald Trump au moment de l'élection présidentielle américaine, c'est que on disait, vous vous rendez compte, Donald Trump veut construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. Mais j'ai pas compris puisqu'on lui reprochait, mais il existe déjà, le mur. Il y a même eu d'ailleurs plus de 250 morts qui ont été fusillés, des chicanos, comme on dit, c'est-à-dire des peuples latino-américains, principalement des Mexicains, des Guatémaltèques et des personnes venues d'Amérique centrale, qui sont morts parce qu'ils voulaient franchir la frontière. Donc, je signale que les États-Unis d'Amérique, mais le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, tous ces pays, par exemple, surveillent très étroitement leurs frontières. Ça n'empêche nullement que leurs ressortissants voyagent et qu'il y ait des échanges d'étudiants. Donc arrêtons de faire peur aux Français sur ces questions. La réalité des choses, c'est que sortant de l'Union européenne, qui d'ailleurs n'est pas l'espace Schengen, ça n'aura aucun impact sur les voyages à l'étranger ni sur les échanges d'étudiants. Et je dirais même bien au contraire, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que ce que je souhaite, c'est rouvrir la France sur le monde et que Erasmus, par exemple, eh bien ça ne devienne une espèce d'Erasmus, non plus Erasmus minimus, mais Erasmus maximus, c'est-à-dire que l'on puisse avoir des échanges d'étudiants avec l'ensemble des pays du monde. Alors on me dit, oui, mais si on quitte l'Union européenne, on va se fâcher avec nos voisins européens. Alors je dis, ah bon, et pourquoi donc? Alors, bon, c'est vrai que je connais pas mal les dossiers. Je rappelle que le Groenland est sorti du marché commun en 1985. Est-ce qu'on s'est fâché avec le Groenland? Non. Personne s'est fâché. Oui, non, il n'y a même pas eu de froid, non. Non, on ne s'est pas du tout fâché avec le Groenland. Mais j'y étais allé d'ailleurs. J'étais allé voir. Je sortais de l'ENA. J'ai été accueilli par le pasteur Jonathan Motzfeldt, qui était le premier ministre du Groenland. C'était assez folklore. Je signale que l'île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles, qui faisait partie du département de la Guadeloupe, a changé de statut à la demande de sa population. Il y a eu un référendum local. Ils sont devenus une collectivité d'outre-mer dégagée de la Guadeloupe et en tant que comme ils ne sont plus des RUP. Les RUP étant les régions ultra-périphériques de l'Union européenne que sont les départements d'outre-mer et donc les collectivités d'outre-mer de la République sont en dehors de l'Union européenne. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler ce que personne ne semble croire ou dont les gens ne semblent pas s'aviser, c'est qu'il y a 550 000 Français de la République française qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna qui sont en dehors de l'Union européenne. Et qui d'ailleurs, ça fait partie de ces récurrences historiques qui me plaisent, ce sont également les territoires qui avaient été les premiers à rallier la France libre en juillet 1940. Alors, j'étais donc allé voir le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Il y avait d'ailleurs une petite vidéo qui avait été faite. Et je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes sorti de l'Union européenne? Est-ce que vous avez basculé dans la 4e dimension? Alors, il a rigolé. Il dit non, tout va très très bien. Maintenant, on peut décider nous-mêmes de nos propres taxations. Vous savez, c'est l'île des milliardaires. C'est là où vous croisez Madonna d'un côté, le couple Balkany de l'autre. En attendant, personne ne s'est fâché avec l'île de Saint-Barthélemy depuis qu'elle est sortie de l'Union européenne. Et puis, est-ce que l'on est en train de se fâcher avec le Royaume-Uni? Non d'une pipe. Le Royaume-Uni, sous nos yeux, là, c'est en ce moment que ça se passe. Madame Theresa May, d'abord, est-ce que c'est Adolf Hitler, Madame Theresa May? Non, Madame Theresa May, c'est une femme digne, qui mène une politique qui a été choisie par le grand peuple britannique, dont je rappelle au passage que les Britanniques ont toujours été historiquement, depuis 1215, la Magna Carta, donc depuis plus de 8 siècles, les Britanniques ont toujours été à la pointe du combat pour la démocratie et les libertés publiques sur le continent européen. Ce sont les Britanniques qui ont inventé la Magna Carta pour réduire le pouvoir du monarque. C'est les Britanniques qui ont inventé l'habeas corpus pour les libertés individuelles vers 1615. Ce sont les Britanniques qui ont inventé la monarchie parlementaire et donc un monarque dépourvu de pouvoir, seulement un monarque représentatif de la nation. Ce sont les Britanniques qui ont inventé les trade unions, les syndicats. Ce sont les Britanniques qui ont été le dernier et seul peuple à se battre contre Adolf Hitler en 1940, au moment où tous les autres avaient été battus et
Comme l'avait dit Charles de Gaulle, que voulez-vous que je vous dise, les Américains, ils n'étaient pas là. Eh bien, les Britanniques nous montrent une nouvelle fois la voie des libertés publiques et de la libération sur le continent européen. Ils ont été, et je rends hommage à la sagesse du grand peuple britannique, les premiers à décider qu'il fallait sortir de cette dictature qui ne dit pas son nom. Et puis, est-ce que le Royaume-Uni vient de s'enfoncer dans la 4e dimension? Est-ce que c'est l'apocalypse? Est-ce que les relations diplomatiques, est-ce que les téléphones, les internets ont été coupés? La réponse est non. Est-ce que d'ailleurs le gouvernement français a rompu ses relations diplomatiques avec Londres? Pas du tout. Alors arrêtons donc de faire peur aux Français. Les Britanniques viennent de décider de sortir de l'Union européenne et puis on entre en négociation pour calmement, sereinement préparer la sortie, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à préparer. C'est comme un divorce, ça ne se fait pas par un claquement de doigts, il y a des choses à régler. Ben là, il y a des choses à régler. C'est ainsi simple que ça. Moi, je veux, comme les Britanniques, appliquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Certains me disent que je fais du juridisme. Alors ceux-là, je dis, allez donc conseiller Madame Theresa May, allez lui expliquer qu'elle s'est trompée. En réalité, c'est la seule possibilité de sortir de l'Union européenne de façon juridique, légale. C'est la seule façon d'en sortir calmement et en harmonie avec nos partenaires, parce que je suis quelqu'un de sérieux et de responsable, puisque nous ne ferons qu'utiliser la clause de sortie que tous les autres pays de l'Union européenne ont approuvée par avance. C'est comme lorsque vous avez un forfait, par exemple, téléphonique auprès d'un opérateur téléphonique. Si vous voulez changer d'opérateur téléphonique, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez la clause de résiliation. Vous n'avez pas d'un seul coup arrêté de payer vos factures, parce que là, je vous le déconseille formellement. Mais vous regardez la clause de résiliation et puis vous l'appliquez. C'est exactement la même chose. Là, tout le monde est convenu de cette procédure. Il n'y a donc pas de problème. Nous respecterons à la fois nos partenaires et nous respecterons la parole de la France sur la scène internationale. Nous respecterons la parole, puisque la France s'est engagée en signant et en ratifiant le traité de l'Union européenne. Nous nous sommes aussi engagés à respecter cette clause si nous voulions en sortir. Et c'est très important de respecter sa promesse. Moi, je suis quelqu'un qui essaye dans ma vie, d'ailleurs je crois que personne ne peut prouver le contraire, depuis 10 ans, j'ai toujours dit ce que je faisais et j'ai toujours fait ce que je disais. Et d'ailleurs, la charte fondatrice de notre mouvement, qui n'a pas été modifiée d'une virgule, est toujours d'actualité et je l'ai scrupuleusement appliquée depuis 10 ans. Donc, en tant que président de la République, j'appliquerai strictement les traités parce que je tiendrai scrupuleusement à respecter l'honneur et la parole de la France au niveau international et accessoirement, si j'ose dire, je respecterai aussi l'article 5 de notre Constitution, puisque l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, ce que je fais en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est le garant de l'intégrité du territoire, j'en parlerai tout à l'heure, c'est les questions d'unité nationale, et le président de la République est le garant du respect des traités. En revanche, ne faites pas confiance à ceux qui vous prétendent renégocier les traités en tapant du poing sur la table, en prétendant désobéir aux traités. Quand je vois qu'un candidat à l'élection présidentielle et non des moindres, M. Mélenchon, a longtemps dit, il le dit un petit peu moins, parce que comme je sais qu'il réécoute, que lui, comme les autres, il passe leur temps à écouter ce que je dis, d'ailleurs. M. Philippot fait un copier-coller servile. M. Dupont-Aignan a découvert, il y a 6 mois, que l'Union européenne nous coûtait 9 milliards d'euros de plus. Alors maintenant, il l'a dit l'autre soir lors du débat. Il a dit, mais moi, je récupère 9 milliards d'euros sur l'Union européenne. Ah bon? Mais il ne veut pas en sortir. Alors il fait comment? C'est vraiment... Non mais c'est vraiment... Est-ce que les Français, oui ou non, veulent élire quelqu'un d'honnête, de sincère, de vrai, de droit, qui leur dit la vérité, ou est-ce qu'ils veulent élire encore une fois un bonimenteur? Donc, ceux qui prétendent désobéir au traité en usant de menaces, en refusant de continuer à payer les contributions, par exemple, etc., en fait, veulent engager une partie de bras de fer avec nos partenaires, tout en prétendant rester dans le club, mais en plus de ça, piétinent les traités internationaux, la parole de la France,
et prétendent également, au passage, piétiner la Constitution, puisque je le disais, l'article 5 précise que le président de la République est le garant du respect des traités. En d'autres termes, M. Mélenchon dit « Faites-moi confiance, je vais violer la parole internationale de la France dans le droit international, je vais violer la Constitution, mais faites-moi confiance sur mes promesses. » Ah bon? Et en vertu de quoi pourrait-on faire confiance à quelqu'un qui est capable de violer les engagements les plus fondamentaux du pays, que ce soit au niveau constitutionnel ou au niveau du droit international? Alors on me dit, oui, mais si on sort de l'Union européenne, on risque la guerre. Est-ce qu'il y a des risques de guerre? Eh bien la réponse, je dis non, au contraire. S'il n'y a actuellement pas de guerre classique en Europe occidentale, ça n'est pas dû, c'est un secret que je vous révèle, ça n'est pas dû aux directives de la Commission européenne sur le beurre de cacao, ni sur les OGM, ni sur la taille des sièges de tracteurs, ni sur les capacités des urinoirs publics. Tout ça, ce sont des vraies directives, dont je vous parle, ni sur la réforme des retraites. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est tout simplement, s'il n'y a pas eu la guerre en Europe depuis 1945, c'est tout simplement, excusez de le rappeler, grâce à la dissuasion nucléaire. C'est la dissuasion nucléaire entre le pacte de Varsovie d'un côté, l'OTAN de l'autre, au moment de la guerre froide, qui a empêché qu'il y ait une guerre. Ça n'a d'ailleurs pas empêché du tout, au contraire, que prolifère un nouveau type de guerre parmi les pays développés européens, qui sont des guerres du troisième millénaire. Rappelez-vous ce qu'avait dit François Mitterrand dans le dernier Mitterrand, qui a consigné, ce sont ces confessions qui ont été consignées par Georges-Marc Benamou, un journaliste du Nouvel Observateur. C'est un livre publié en 1997 qui s'appelle Le dernier Mitterrand. Mitterrand disait « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Encore un complotiste. C'est une guerre nouvelle. Une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Parce que les guerres maintenant entre les pays développés ne se font plus par des bombardements. Maintenant, ce sont des guerres de désinformation, des guerres de maîtrise et de manipulation des médias, des guerres qui visent à changer les cerveaux des gens. Il s'agit que les Français, les Allemands, les Grecs, les Italiens deviennent des Américains, parlent l'américain, pensent américain, raisonnent comme des Américains, bouffent américains et se battent pour les intérêts de Washington. Ça, ce sont les guerres du troisième millénaire, ce sont des guerres invisibles, ce sont des guerres sans mort apparemment, comme disait Mitterrand, qui avait passé 14 ans à l'Élysée. Ce sont des guerres économiques aussi, qui sont des guerres et des guerres cybernétiques, des guerres des menaces sur l'informatique, etc. Voilà les guerres de nos jours. Mais il y a encore des guerres dans les pourtours des empires, et notamment de l'empire euro-atlantiste ou de la Russie. Or, l'Union européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42. Oui, excusez-moi. Oui, l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui fait que nous sommes placés sous la tutelle de l'OTAN. Et c'est parce que nous sommes placés sous la tutelle de l'OTAN, eh bien, que nous sommes entraînés dans des guerres illégales, néocoloniales, au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak. On n'y est pas grâce à l'opposition de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin en 2003. C'est en 2003 la dernière fois que la France a été à peu près conforme à ce qu'elle doit être normalement, c'est-à-dire faire respecter le droit international. Depuis lors, nous sommes devenus les vassaux, nous sommes devenus des vassaux des États-Unis, nous sommes devenus les satellites de Washington et nous avons été entraînés à être une espèce de proconsul pour intérêt d'étrangers en allant semer la guerre en Libye, en Syrie, en participant aux manœuvres de déstabilisation de pays comme l'Ukraine, etc. Et nous avons maintenant comme adversaires géopolitiques ceux qui nous sont désignés par Washington, c'est-à-dire la Russie ou la Chine. En d'autres termes, c'est notre appartenance à l'Union européenne qui nous entraîne vers des guerres du troisième millénaire. J'ajoute que les contraintes de l'euro ne font qu'exacerber les tensions entre les pays européens, là où il y avait finalement pas de mésentente, par exemple, entre l'Allemagne et la Grèce. Encore il y a 10 ans maintenant, la haine est devenue féroce entre Allemands et Grecs. Sortir de l'Union européenne et de l'OTAN,
Ça n'est pas risquer la guerre, c'est exactement le contraire. C'est refuser le choc des civilisations et c'est agir pour la paix.